Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant tout, je tiens à vous rappeler que ces conférences sont élaborées en collaboration avec Michel et qu'elles sont aussi le fruit des travaux réalisés avec tous les groupes lors des ateliers. Ceci étant dit, nous voici donc en Vierge, le troisième signe de la croix mutable, qui représente les signes de fin de saison que nous étudions cette année. Je vous rappelle aussi que les 4 signes de cette croix, donc avec les poissons, les gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, nous mettent spécifiquement en relation avec le plan physique de l'incarnation. Cela a 2 conséquences. La première nous invite à faire descendre jusqu'au plan le plus dense ce qui a été travaillé mentalement et sensiblement avec justement les signes de la croix cardinale et ceux de la croix fixe, donc les signes de début et de milieu de saison. La deuxième conséquence nous invite à résoudre la dualité qui naît du contraste entre ce plan physique et les plans plus subtils de l'être. D'ailleurs, les Gémeaux, le signe dominant de la croix mutable, et sa qualité de reconnaissance, donc qui était le thème de la dernière conférence, nous donne la clé de la résolution de la dualité en une synthèse fluide, justement pour des justes relations. Au mois de mars, avec les poissons et le thème de la liberté, nous avions mis en évidence combien la liberté ne se résume pas à faire seulement ce qu'on a envie de faire, mais plutôt de se libérer de nos fausses identités, de libérer de nos faux attachements pour être enfin libre de jouer notre véritable rôle d'âme sur Terre. Et pour cela, nous avions évoqué l'exemple des grands êtres, comme le Christ, le Bouddha, qui nous ont montré qu'il est possible de vivre vraiment en tant qu'âme, pleinement incarnée, jusqu'en bas sur le plan physique. Donc c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs les sauveurs du monde, car totalement libres de sauver, de servir et de sauver l'humanité de son individualisme séparateur et destructeur. Avec la Vierge, ce mois-ci, c'est une autre qualité qui nous est proposée de vivre et de mettre en œuvre au quotidien, la qualité de compréhension aimante. Alors bien entendu, ces qualités qui sont la liberté, la reconnaissance, la compréhension aimante, et celles abordées à chaque signe, ne sont pas séparées et s'enrichissent les unes les autres. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'en avoir totalement développé une pour s'acheminer vers l'autre. Non, en fait, elles se complètent, elles s'enrichissent, elles s'entraident en fait, dans leur développement mutuel. Chaque mois, l'énergie du signe en question nous invite et nous aide à pousser un peu plus loin l'une d'elles. Et ainsi, en fait, on parcourt la ronde du zodiaque, à chaque fois un peu plus riche de ses qualités, nécessaires aux justes relations, et nous découvrons les profondeurs des suivantes à mesure que nous révélons les précédentes. Mais au fait, c'est quoi le lien entre la Vierge et la compréhension aimante ? Pour le comprendre, c'est important de réaliser que le mot Vierge, dans l'astrologie, vient du sanskrit qui veut dire mère, la mère, que l'on retrouve d'ailleurs dans la parole clé du signe « Je suis la mère et l'enfant ». Moi, Dieu, je suis matière. La mère, c'est ici le symbole de la matière, de la forme, de la personnalité. Et l'enfant, le symbole de l'âme, qui est en son sein et dont elle doit justement prendre soin, comme la mère prend soin de son enfant. On retrouve bien la dualité là, entre ces deux, entre l'âme et la personnalité, comme dans les Gémeaux d'ailleurs, mais ici, les deux sont intriqués d'une manière inséparable, comme le sont la mère et l'enfant qu'elle porte en elle. Contrairement aux Gémeaux, où ils sont représentés justement de manière plus séparée. Pour ceux qui ne se souviennent plus, mais vraiment on voit les Gémeaux, on a vraiment les 2 frères séparés. Donc ils sont reliés par le haut et par le bas, on avait vu ce que ça représentait. Alors que la Vierge, on a 3 jambages, comme ça, donc, qui représentent justement la personnalité, la mère, je suis la mère, donc comme un M, et l'enfant, voilà, le 4e jambage, donc qui représente l'enfant qu'elle porte à l'intérieur, qu'elle porte en elle. Donc, la Vierge, par ce symbole et cette parole clé,
affirme clairement l'importance des deux aspects. Donc, et surtout de l'union entre ces deux polarités, la mère et l'enfant, l'âme et la forme, l'esprit et la matière. Or, vous savez maintenant, du coup, que l'âme, qui est en lien avec l'amour, le rayon 2, et la personnalité représente l'aspect beaucoup plus rayon 3, l'intelligence, le mental, la compréhension. Donc d'un côté, on pourrait mettre la compréhension, de l'autre, l'amour. Vous voyez où je veux en venir? L'union des deux donne la qualité de compréhension aimante. C'est pour ça qu'on peut définir la compréhension aimante comme la rencontre entre l'amour et l'intelligence. Et bien voilà, merci d'être venu. Tout est dit. Non, certes, c'est vrai que c'est une définition intéressante et à creuser, donc on va creuser ensemble, mais plutôt quand même abstraite, et pas bien, j'allais dire, pratique comme ça au premier abord. Donc approfondissons cela ensemble. Il est d'ailleurs vraiment utile de le faire, de l'approfondir, parce que dans le dictionnaire, en fait, on ne trouve rien concernant la compréhension aimante. Ni même sur le net, c'est guère mieux, il n'y a pas grand-chose. Je trouve que ça reflète bien notre approche assez séparée, pour le coup, de la réalité. Cependant, donc pour mieux comprendre du coup cette qualité, voyons ce qu'apporte chacune des deux notions qui composent cette qualité. Alors la compréhension. Elle est intimement, on va dire, reliée à la qualité d'intelligence, donc, qui a été travaillée dans un précédent système solaire, je ne rentre pas dans les détails, et qui maintenant est intégrée à la substance. Je vous renvoie à la conférence Balance, en ce qui concerne l'essence de cette qualité d'intelligence que nous avons vraiment développée. La compréhension qui en découle est reliée à la tête, au mental, dont toute personnalité construite fait preuve. Au fur et à mesure que le mental s'est développé dans l'humanité, notamment grâce à la scolarisation, nous sommes passés en fait d'une approche purement sensible et instinctive du monde à une approche mentale, réfléchie, où l'intellect a remplacé petit à petit l'instinct. Comprendre le monde qui nous entoure, se poser des questions sur tel ou tel sujet, avec un esprit critique, précis, affûté, peut-être même scientifique, qui ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé justement une cause logique à n'importe quelle manifestation objective, sans se contenter d'une réponse vague, floue ou purement fantasmée. Voilà ce qui caractérise une grande partie de l'humanité ayant eu la chance d'avoir une scolarisation, ce qui représente quand même 90% au moins de notre population occidentale. On pourrait détailler de nombreux domaines où s'est exercé ce mental humain qui a inventé les fusées, les avions, les satellites, ou qui a compris comment la pluie ou la neige se formaient, comme aussi bien les étoiles ou le fonctionnement des atomes entre eux. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que la compréhension en fait, d'un phénomène, tel quel qu'il soit, c'est une tentative de remonter à l'origine, à la cause de ce qu'il a engendré. Bien sûr, il existe différents niveaux de causes, plus ou moins subtils. Par exemple, une maladie peut s'expliquer par une cause purement physique, mais aussi émotionnelle ou mentale, ou même encore plus subtile. C'est pareil pour n'importe quel phénomène. Quoi qu'il en soit, en fait, cette recherche de compréhension est une réponse, on pourrait dire, de l'humanité à la loi de cause à effet, comme si elle était poussée immuablement à se rendre compte que tout phénomène a une cause perceptible. Et il faut aussi ajouter que l'on trouve les prémices de cette compréhension dans le règne animal. Certes, une compréhension très instinctive, non intellectualisée, mais qui leur permet quand même de s'adapter à toutes sortes de conditions environnementales, climatiques ou de survie. L'homme animal, lui, il a poussé un peu plus loin, en fait, cela, et symboliquement, la découverte du feu, en comprenant que la cause en est un phénomène de friction du silex contre l'autre, du bois contre l'autre, fut un point de départ du long et lent développement du feu du mental. Ce feu du mental qui a transmuté lentement, mais sûrement l'intellect ce feu du mental en fait, qui a transmuté lentement, mais sûrement l'instinct en intellect, comme on le connaît d'ailleurs aujourd'hui. Bon, un petit tableau de la compréhension, mais par contre,
le revers de la médaille du développement de cet intellect, eh ben, et de cette faculté, on va dire, de comprendre, c'est qu'à force de ne miser que sur cela, l'homme, il s'est progressivement coupé de la relation à l'autre, coupé de la relation au vivant, et même coupé de la relation au divin. Car le mental concret ou intellect, il est séparateur par nature. Pour observer et comprendre, ben, il faut disséquer, donc séparer. Cela devient son mode en fait, de réflexion et de création par excellence. C'est ainsi que l'homme s'est progressivement isolé, comme dans une tour d'ivoire, en ne faisant confiance qu'à cette partie de lui qui perçoit le monde en termes de parties, séparées les unes des autres. Il ne fait confiance qu'à son puissant intellect. Son mental, non encore enfanté par l'âme, pour reprendre la symbolique, lui ferme la porte du monde des causes subtiles et le condamne à une compréhension exclusivement formelle de la réalité. Il le pousse à croire que la vie n'est qu'un assemblage de formes, que tout s'explique par la forme. Cette compréhension exclusivement formelle le mène à l'incompréhension des rapports humains, de la psychologie entre l'âme et la personnalité, entre la conscience intérieure et les phénomènes extérieurs. Ainsi, on va dire qu'une incompréhension du sens fondamental de notre raison d'être et des crises que nous traversons collectivement et individuellement. En fait, nous comprenons le monde des formes, mais pas grand-chose au monde de la conscience. Et ni de son rapport, d'ailleurs, entre la conscience et la forme. Donc, ce qui, au niveau sociétal, se manifeste bien par notre développement hyper formel, hyper technologique, toujours plus pointu, ainsi que par notre immaturité, justement, à comprendre collectivement les propositions de conscience derrière les crises climatiques, économiques, politiques que nous traversons. Nous cherchons des réponses formelles à des problèmes qui demandent des réponses plus profondes, des réponses de conscience. Et ce n'est pas de voitures électriques ni de panneaux solaires dont l'humanité a réellement besoin, mais de véritable conscience collective, de partage, de coopération consciente. Car toutes les formes écologiques que vous voulez, sans la conscience qui va avec, nous mènent droit vers de plus grosses crises encore. Mais en voiture électrique, s'il vous plaît. Entendons-nous bien, je n'ai rien contre ces nouvelles technologies qui peuvent être très utiles d'ailleurs. Mais il est urgent, que dis-je même vital, d'arrêter de les considérer comme les causes possibles du véritable changement, qui lui ne viendra que par un vrai changement de conscience. Voilà quelques points concernant justement cette compréhension. Qu'en est-il de l'autre partie, la compréhension aimante? L'amour. Ah, l'amour. Tout le monde en parle, tout le monde le cherche, mais pas grand monde ne sait vraiment ce que c'est au juste. Et si on se fie aux expériences des grands sages qui ont traversé notre histoire, ainsi que nos vécus intérieurs les plus subtils, nous pouvons affirmer que ce n'est pas ce sentiment personnel que tout le monde appelle généralement l'amour. C'est bien plus que cela. En contraste avec la compréhension qui est en lien avec la tête, l'amour, c'est cette qualité de l'âme reliée au cœur. C'est une qualité de l'être totalement impersonnelle, qui tend à inclure dans sa conscience tout ce qui existe. C'est cette faculté inhérente à l'âme, en nous tous, de se sentir séparés de rien. C'est une sensation d'unité profonde, qui tend à s'expandre vers des horizons toujours plus inclusifs. C'est donc une expansion croissante de l'unité. Le terme d'unité est d'ailleurs beaucoup plus approprié que le terme amour, qui lui est tellement chargé d'émotionnel qu'il a plus tendance à nous à éloigner de sa véritable signification que de nous en rapprocher. Ce petit amour, il est avant tout exclusif. Il est concentré sur une partie, alors que l'amour unité est véritablement inclusif. Et dès que quelque chose de nouveau entre dans son champ de perception, dans son champ de conscience, il y a une propension naturelle à l'inclure. Le symbole d'un point dans un cercle peut bien représenter cet état de conscience. Un symbole qu'on avait travaillé plus profondément aussi d'ailleurs dans la conférence Lyon. Je vous invite à réécouter si ça vous intéresse. Et ce point, le point, la périphérie et tout ce qui se trouve à l'intérieur ne font qu'un. C'est un seul être, un seul organisme solidaire. Et on peut imaginer ce cercle s'agrandir progressivement à l'infini,
pour symboliser cette expansion de conscience que signifie l'amour, et l'amour unité. Et en fait, c'est cette force d'union et d'expansion qui a poussé en fait plus ou moins inconsciemment les humains à s'unir, à se réunir, tout d'abord entre hommes et femmes, puis au sein d'une famille, au sein d'un village, d'une ville, d'un pays, d'une région avant on pourrait dire, d'un pays, d'une nation et même d'un continent. Et qui nous pousse aujourd'hui à nous reconnaître comme une humanité une, comme nous l'avons développé en Gémeaux. Et qui tend vers une conscience même planétaire, qui inclura tous les règnes de la nature. Comme nous le verrons d'ailleurs dans la conférence prochaine, le Sagittaire, avec la coopération. C'est vous dire que le petit amour sentimental, passionné, exclusif, centré sur soi, avec la sensation de manque et de dépendance affective qui le caractérise, n'a rien à voir avec l'amour de l'âme. Bien, c'est peut-être des choses qu'on a déjà entendues, mais ça fait jamais le mal de le réentendre. Voyons maintenant ce que peut bien naître la rencontre de l'amour et de la compréhension, et sa résultante, du coup, la compréhension aimante. Là aussi, la compréhension aimante n'est pas ce qu'elle semble être au premier abord, c'est-à-dire un vague sentiment bien intentionné, souvent considéré d'ailleurs par beaucoup d'intellectuels comme naïf et sans aucune efficacité réelle. Mais détrompons-nous, parce que la compréhension aimante, eh bien, dans sa qualité supérieure, c'est la clé des justes relations. Elle est l'antidote à l'incompréhension entre les gens, entre les peuples. Cette incompréhension non aimante, qui mène à la polarisation, à la critique, au rejet de l'autre, et à la violence qui fait rage d'ailleurs sur les réseaux sociaux et dans le monde, eh ben, c'est de cela que la compréhension aimante est l'antidote. La compréhension aimante, c'est une de ces qualités majeures dont font preuve tous les chercheurs véritablement qui cherchent à élever l'humanité. Il y a tout un groupe sur Terre, que nous appelons d'ailleurs les chercheurs de vérité, ou groupe des serviteurs du monde, qui représente un centre magnétique et rayonnant de compréhension aimante, comme un cœur qui envoie du sang dans tout l'organisme pour le maintenir en vie. Cette compréhension aimante, c'est une qualité vitale qui maintient et éveille les justes relations dans tout l'organisme humain et planétaire. Sans l'afflux constant de cette qualité, l'humanité sombrerait dans le chaos et la dissolution. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un fait qui est intéressant d'observer et de se questionner. Et au regard des antagonismes que la polarisation émotionnelle génère, aujourd'hui plus que jamais, il est vraiment nécessaire que nous apprenions à développer cette compréhension aimante, pour contrecarrer justement ces courants de séparativité, de haine, qui sont encore bien trop prégnants dans l'humanité aujourd'hui. Mais pour cela, il est indispensable que la personnalité soit fécondée par l'âme, que l'amour s'unisse à la compréhension, comme le propose justement le signe de la Vierge. Voyons donc cette union de plus près. Alors pour reprendre la symbolique justement de la mère et de l'enfant, on peut dire que la compréhension et l'amour se développent ensemble dans une relation mutuelle pendant les 9 mois de grossesse pour pouvoir accoucher de la véritable compréhension aimante. C'est donc un chemin progressif vers la compréhension aimante que nous empruntons. Et on pourrait dire que la sympathie représente les prémices de cette compréhension aimante, les débuts de cette grossesse, on pourrait dire. Car on y trouve un germe d'amour dans le contact à l'autre, ainsi qu'un embryon de compréhension de l'autre. Dans la sympathie, on ressent une similitude de sentiments avec l'autre. Il y a un accord de sentiments, une affinité naturelle qui fait que l'on comprend un peu l'autre, en tout cas en partie, parce que nous vivons les mêmes choses. La première fois que j'ai sauté en parachute, j'ai eu un sentiment de liberté extraordinaire. C'est pas vrai, alors moi aussi je te comprends totalement, c'est exactement la même chose. Ah, puis cette chanson, je l'adore, moi. Elle me rappelle mon enfance. Non, moi c'est pareil. Oh, on est fait pour se comprendre, vraiment. On est fait pour s'entendre. Donc ce sentiment de sympathie fait qu'on a l'impression de comprendre ce que vit l'autre. Il y a tout un début de sensibilité et de compréhension de ce que vit l'autre, mais seulement si c'est en rapport avec ce que j'ai vécu moi.
Il y a bien un début d'ouverture à l'autre, mais toujours en rapport avec soi-même. A contrario, quelqu'un qui est d'antipathique, eh ben, c'est qu'on n'a visiblement rien en commun. Il est dit d'ailleurs d'antipathie de deux substances sans affinité. On ne partage rien, on n'a rien en commun. Je ne comprends pas comment il peut aimer cette musique, comment il peut aimer ce genre d'homme ou ce genre de bouquin. Pour moi, c'est tout le contraire. Ils me sont insupportables. Sans affinité formelle, physique ou émotionnelle ou mentale, ben, on ne comprend pas vraiment l'autre. Il devient un étranger pour nous et on a vite fait de le cataloguer, de le critiquer, voire de le dénigrer. Ce qui, au passage, permet un peu de se mettre en valeur soi-même et de renforcer notre sentiment d'avoir raison. La sympathie est donc un premier pas très déformé de la compréhension aimante et qui trouve vite ses limites dès que la différence se présente. Mais heureusement, l'enfant et la mère continuent de se transformer. Et la compassion vient compléter la sympathie. Si la sympathie, c'est un accord naturel de sentiments, la compassion, elle, demande un effort supplémentaire, une action d'aller vers, de se donner. La définition d'ailleurs est de prendre part à la souffrance d'autrui. Cela dépasse complètement le cadre amical de la sympathie et s'étend à beaucoup plus large. C'est un effort par tous ceux qui cherchent vraiment à comprendre, à aider autrui, mais bien souvent, elle est mal comprise. Et malheureusement, comme nous invite son étymologie, souffrir avec, nous pouvons avoir tendance à nous identifier, à fusionner avec la souffrance des autres. C'est-à-dire que dans un élan d'amour, d'unité mal compris par la personnalité, on va chercher à ne faire qu'un avec la souffrance de l'autre, la difficulté, les émotions de l'autre, afin de ressentir la même chose en nous-mêmes, et ainsi pouvoir comprendre ce que vit l'autre. La croyance populaire étant qu'une souffrance partagée est diminuée de moitié. Ça part d'une vraie bonne intention en fait. Ça démontre un premier élan de décentrage, donc d'amour, mais le problème c'est que la fusion, l'identification avec le foyer émotionnel de quelqu'un d'autre ne fait que le renforcer et l'alimenter. Aussi bien en l'autre qu'en nous-mêmes. C'est un peu comme si on essayait en fait d'arrêter un feu en s'approchant avec du feu. Au lieu de l'éteindre, il s'embrase. Des deux côtés. Certes, ainsi on peut toucher donc, et vivre ce que l'autre vit, et donc en avoir une certaine compréhension, mais cela concerne seulement le corps de souffrance de l'autre, le corps émotionnel, une partie du corps émotionnel. Beaucoup de thérapeutes d'ailleurs et d'aide à la personne en font la triste expérience, d'autant qu'ils sont la plupart du temps avec des personnes dont le corps émotionnel est en extrême souffrance. À force de s'identifier à la douleur des autres, en fait, ils deviennent complètement submergés et envahis par cette même souffrance et finissent au mieux par changer de travail, au pire à tomber malades, comme leurs patients, puisqu'ils ne font plus qu'un avec cela. Ce qui n'est en rien les patients, vous en conviendrez. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'on ne sait pas bien faire, comment faire autrement. D'autant que notre passé judéo-chrétien et la glorification de la souffrance qui le caractérise ne nous aident pas beaucoup. Et que nous ne voulons pas, à raison, manifester de l'indifférence en ce qui concerne les problèmes de ceux qui nous entourent. De plus, le piège, c'est qu'il peut y avoir une certaine satisfaction personnelle à cette compassion. Car on peut, avoir tout un temps l'impression de comprendre l'autre, d'autant que l'autre préfère cette compassion plutôt que l'indifférence dont elle est victime par ailleurs, et faute d'avoir trouvé meilleure aide, elle va nous remercier, chercher notre compagnie et nous faire sentir que nous sommes vraiment indispensables. C'est là que nous pouvons en tirer une satisfaction personnelle qui n'est pas mal en soi, mais qui ne nous aide pas à chercher un meilleur moyen de lui venir en aide. Bien. Fin 19e, début 20e, un autre terme, le terme d'empathie, voit le jour, grâce à Théodore Lipps, pour ceux que ça intéresse. Lipps, c'est L-I-2-P-S. 2-P-S. Donc l'empathie voit le jour. Donc la gestation suit son cours. Ce terme ne se limite pas à la notion de souffrance, comme la compassion, mais il traite de notre capacité innée de se mettre à la place de l'autre.
sur une gamme beaucoup plus étendue que la compassion, sur n'importe quel plan de conscience. Avec l'empathie, on découvre qu'on a la possibilité de s'identifier à tous les états formels, émotionnels ou psychiques de ceux qui nous entourent. Le cercle d'amour et de compréhension s'agrandit. Pour nous faire comprendre l'empathie, Théodore Lipps nous donne l'exemple suivant. En regardant le mouvement d'un sportif, je ressens intérieurement l'effort que je ressentirais en accomplissant moi-même réellement le mouvement. Je la redis. En regardant donc le mouvement d'un sportif, je ressens intérieurement l'effort que je ressentirais en accomplissant moi-même le mouvement. En fait, je me mets à la place de l'autre, ça peut être au niveau physique, émotionnel ou mental, là dans l'exemple c'est au niveau physique, ou même au niveau de l'âme. Hein. Mais de nouveau, bien que cela soit une réelle avancée dans la conscience, elle a ses limites. Et cela pose un problème quant à la véritable compréhension de l'autre. Car bien souvent, toujours bien intentionné, lorsque l'on s'en met à la place de l'autre, on y va avec tout notre bagage, avec notre état de conscience, notre vécu de personnalité, notre culture, notre évolution, nos émotions, nos idées, bref, notre propre sensibilité. Avec tout ça, on se met à la place de l'autre. Du coup, on ne perçoit pas vraiment ce que l'autre vit, mais plutôt ce que moi, j'imaginerais vivre à sa place. Je redis, ce qui est très humain. On ne perçoit pas vraiment ce que l'autre vit, mais plutôt ce que moi, j'imaginerais vivre à sa place. Ce qui est très différent et qui fausse totalement la réalité. Reprenons l'exemple du sportif. Prenons un sportif du coup qui escalade une grosse falaise bien verticale. Vous le voyez? Vous imaginez? Ok. Si je m'imagine, moi, qui ne suis pas un grimpeur, au milieu de cette falaise, j'aurais l'impression d'un effort physique gigantesque pour pouvoir évoluer dans ce milieu qui me paraît dangereux. J'imaginerais aussi un effort émotionnel intense pour garder mon calme face au vide, d'autant plus que je ne suis pas très à l'aise avec le vide. Alors qu'en fait, cette personne est peut-être tellement aguerrie dans son sport que cette voie d'escalade lui demande un effort minime. Et d'ailleurs, il n'a aucun effort à fournir concernant la peur du vide, car il ne la ressent même plus. Bon, dans un cas comme celui-là, ça ne gêne pas vraiment les justes relations. Mais concernant d'autres domaines, c'est beaucoup plus embêtant. Par exemple, concernant les crises ou les situations que traversent d'autres personnes de notre entourage proche ou éloigné, bien souvent, on se met à leur place, mais toujours avec notre propre conscience. Je change de forme, je me plonge dans d'autres formes de vie, de situations, mais toujours avec ma conscience personnelle. Et là, j'imagine ce que je ferais moi à sa place, ce que j'aurais besoin à sa place. D'où les expressions d'après mon expérience, je pense que tu devrais, ou moi à ta place, je ferais ça quand même. Hein. Si j'étais toi, bon, tout ce genre, ce sont tous des bons conseils que l'on ne peut pas s'empêcher donc de donner, qui peut-être seraient très bons pour nous, mais qui bien souvent ne sont pas du tout en correspondance avec le véritable besoin de l'autre. Combien de bons conseils auto-centrés peut-être prodiguons-nous envers nos proches, ou bien envers les politiques par exemple, sans comprendre le moins du monde ce qui les anime réellement et pourquoi ils prennent au fond telle ou telle décision. On croit comprendre ce qui est bon pour eux. Bien souvent, quand ils agissent différemment d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de les critiquer avec notre intellect puissant, les dévaloriser et les mettre au banc. Ce qui contribue à créer des brèches entre nous, de nous éloigner les uns des autres, au lieu de nous rapprocher. L'empathie vécue de cette manière, en tout cas, peut vraiment être source d'incompréhension profonde entre les humains, mais aussi avec les autres règnes, où l'on fait encore preuve de beaucoup d'anthropocentrisme, en croyant pourtant répondre à leurs besoins. Je vous invite à la conférence sur le règne animal, où on a développé un peu plus profondément ça. C'est pourquoi il est grand temps d'ailleurs de nourrir cette qualité de compréhension aimante, si on veut justement participer à de plus justes, efficacement en tout cas, de plus justes relations. Même si la sympathie, la compassion et l'empathie sont des marchepieds indispensables
qui exerce notre sensibilité, justement, et notre compréhension, et qui nous rapproche progressivement de la compréhension aimante. D'ailleurs, petite parenthèse, si ici nous cherchons pour ce soir à discerner entre sympathie, compassion, empathie, compréhension aimante, il s'agit surtout d'identifier des états de conscience, différents états de conscience intérieurs qui se rapprochent plus ou moins de la compréhension aimante, mais qui ne le sont pas tout à fait, les mots n'étant que des supports pour comprendre cela. Il est important de bien réaliser que d'autres personnes auront par exemple une définition et un vécu de la compassion ou de l'empathie qui correspond peut-être à ce que nous allons nommer, nous, la compréhension aimante. L'important, ce ne sont pas les mots, mais ce qu'on y met derrière, le vécu que l'on nourrit derrière les mots. C'est comme le mot amour, qui signifie quelque chose de bien différent selon le degré d'évolution de celui qui l'emploie. Mais quand nous entendrons dorénavant quelqu'un parler d'empathie ou de compassion, en fonction de son vécu, nous pourrons savoir si c'est éloigné, proche ou égal à la compréhension aimante telle que nous allons le développer. Bien, parenthèse fermée. Mais alors, la compréhension aimante, c'est quoi plus précisément? Si ce n'est pas tout à fait la sympathie, ni la compassion, ni l'empathie. Eh bien, on peut dire aussi, puisqu'on avait dit que c'est la rencontre entre la compréhension et l'amour, on peut dire aussi que c'est la capacité de comprendre et d'accepter tout ce qui est et tout ce qui doit être. La capacité de comprendre tout ce qui est et tout ce qui doit être. Commençons par la première partie, comprendre et accepter tout ce qui est. Accepter tout ce qui est. J'entends déjà un petit peu grincer les dents là, non? Il est vrai que cela peut paraître totalement impossible, voire même non souhaitable du point de vue de la personnalité dominée par l'intellect. En effet, comment accepter mon passé ou ma situation présente si elle est totalement injuste? Ou bien si mon mari passe autant de temps avec ses amis et si peu de temps avec sa famille? Ou bien toutes les inégalités dans le monde, les injustices, les violences faites aux minorités ou aux animaux, sans compter la corruption qui gangrène les efforts de tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Notre intellect comprend que ce n'est pas juste. Et percevant que les choses pourraient être autrement, sans pouvoir les comprendre dans un contexte plus large, nous nous révoltons, nous condamnons, nous critiquons, mais nous n'envisageons pas un seul instant d'accepter les faits tels qu'ils sont. Parfois, nous nous révoltons même contre la vie elle-même. Mais plus nous nous révoltons, plus nous nous enfermons dans une incompréhension des autres et de la vie en général. Ce qui est loin d'engendrer des justes relations. Mais soyons clairs, l'acceptation dont il est question ici n'est pas une acceptation passive, résignée, qui tendrait à mettre un point final à ce qui est, sans aucune perspective de changement, pas du tout. Non, c'est une acceptation qui est le résultat de la compréhension et de l'inclusivité de la vie elle-même et de toutes ses phases d'évolution. On va y revenir. Alors voyons cela justement de plus près et comment aussi la Vierge peut nous aider dans ce processus d'accepter tout ce qui est. La Vierge nous donne la clé de la juste acceptation en nous invitant à reconnaître que la mère et l'enfant, l'âme et la forme, sont en cours de révélation mutuelle. Tout comme l'enfant révèle progressivement la mère, et que la mère révèle progressivement l'enfant, l'âme révèle progressivement la juste forme, et la forme apprend à révéler l'âme. Je la redis parce que c'est une clé fondamentale de l'énergie vierge. Tout comme l'âme révèle progressivement la mère, c'est-à-dire vraiment au début c'est une femme, et grâce à l'enfant qui est en son sein, elle se révèle mère progressivement. Et que la mère révèle progressivement l'enfant, la mère, grâce au cordon ombilical et tout ce qui se nourrit et ce qui passe entre les deux, elle révèle, en nourrissant comme ça l'enfant, elle le révèle progressivement. Entre l'âme et les formes, c'est la même chose. Donc tel un principe universel, l'énergie vierge nous invite à reconnaître ce processus dans chacune
des parties de l'ensemble, en chacun de nous, et dans la vie de l'ensemble lui-même. Le fait que l'âme étant présente, elle révèle progressivement la juste forme, au fur et à mesure que l'âme grandit, la juste forme grandit, et pareil, la forme apprend progressivement, puis elle grandit elle-même, à nourrir correctement, à révéler de plus en plus l'âme. Donc c'est une révélation mutuelle l'un de l'autre. Nous réalisons alors que la vie, sous toutes ses formes, est un grand et universel processus de gestation en cours, où chaque partie, chaque règne, chaque pays, chaque société, chaque être humain est à un stade de grossesse ou de révélation différent. Certaines parties ne sont pas encore conscientes d'être enceintes. D'autres sont à 3 mois de grossesse, on pourrait dire, alors que quelques-uns se préparent à accoucher. Et c'est à partir de cette perception intime de la multitude des vies en gestation que l'on peut comprendre et accepter profondément toute forme de vie, tout état de fait, toutes les situations telles qu'elles sont. Les formes les plus laides, les plus égoïstes, les plus séparatrices, comme on a cité tout à l'heure, n'étant que le signe d'une grossesse à ses débuts. Là où les plus évoluées, altruistes et porteuses de bien, de beau et de vrai, expriment une grossesse avancée, où la forme a été transformée, révélée par les qualités de l'âme. Ce n'est pas la compréhension de l'intellect qui cherche une cause formelle aux différentes situations, c'est la compréhension du cœur qui perçoit la conscience à l'œuvre derrière toutes les formes de vie, la présence de cette âme derrière toutes les formes de vie. Ainsi, toutes ont leur raison d'être et peuvent donc être acceptées pleinement et profondément. On pourrait dire que la compréhension aimante, c'est un peu comme la sage-femme qui accueille et accepte avec un cœur compréhensif tous les états de grossesse, quels qu'ils soient. Mais tout de même, n'y a-t-il pas un risque de confondre accepter et tout cautionner? Est-ce que tout accepter ne signifie pas tout cautionner? En effet, c'est une question qui est intéressante de se poser. C'est d'ailleurs parfois le cas lorsque le côté cœur, l'amour, la sensibilité à l'unité, se développe, mais sans s'unir au mental, sans la faculté d'un discernement et de compréhension. Un déséquilibre s'opère alors entre la tête et le cœur. Et pour le coup, l'amour est mal compris. L'amour devient une sensation de globalité, d'ensemble, certes, mais au lieu d'une unité détaillée, comme parfois est défini l'amour de l'âme, c'est un vague mélange où tout se confond. Il n'y a pas de discernement clair entre ce qui est réellement involutif ou évolutif. Il y a une peur, voire même une incapacité à discerner ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit être. Entre ce qui a de l'avenir pour l'âme et ce qui n'en a pas. Entre ce qui doit être stoppé ou au contraire ce qui doit être nourri. Il y a en fait une confusion entre discerner et séparer. Et par peur de séparer, qui est l'antithèse de l'unité, il peut y avoir un refus catégorique de discerner, de comprendre les différences de conscience qui existent entre les différentes parties du tout. On préfère rester dans le confort d'une unité hors sol qui ne cherche pas vraiment à comprendre le monde dans lequel l'humanité évolue. Il y a alors un désengagement progressif comme ça des affaires du monde, en misant sur un vague pacifisme et un amour inconsistant, voire larvé, comme seul remède aux problèmes du monde. Cette fausse paix, cet amour déformé, peut être pris à tort de la compréhension aimante. Alors qu'il n'y a pas de véritable compréhension, juste un amour flou. Dans cet état de conscience, accepter peut signifier cautionner, car toutes les parties se valent à peu près. L'esprit, la matière, l'âme ou l'énergie, c'est à peu près pareil, et on peut en arriver du coup à cautionner le monde des formes au détriment de la conscience, tout en pensant nourrir l'âme. Le bien et le mal sont tellement relativisés que l'on ne sait plus quoi ou qui cautionner. Et ainsi, on valide tout au même titre. Reprenons les politiques, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, nationalistes ou universalistes, ce sont tous les mêmes de toute façon, les politiques.
Combien de personnes n'ont pas non plus d'avis clair sur ce qu'il est important, par exemple, de soutenir en ce moment dans le conflit russo-ukrainien, par exemple, et les mettre sur un pied d'égalité par manque de discernement quant aux motifs qui animent ces deux pays. Comme si l'aspiration à la démocratie était au même niveau que la volonté d'imposer une autocratie. Du coup, on accepte plus ou moins les deux, et donc on cautionne aussi bien l'un que l'autre, en croyant faire preuve de compréhension aimante. Pas évident tout ça. La tête sans le cœur, on sépare tout. Le cœur sans la tête, on confond tout. C'est bien pourquoi il est indispensable que l'amour et la compréhension, le cœur et la tête, soient toujours actifs. Ils sont comme des garde-fous l'un pour l'autre. C'est une des raisons d'être de la compréhension aimante. Ceci dit, revenons à la deuxième partie de sa définition. Après avoir accepté ce qui est, la capacité, la faculté d'accepter et comprendre ce qui doit être. Là encore, c'est la révélation mutuelle de l'amour et de la compréhension qui va nous y conduire progressivement. C'est à partir de là que nous pourrons justement discerner sans séparer, tout accepter et pourtant en sachant quoi cautionner. Mais auparavant, il est important de bien comprendre que l'on ne peut pas commencer à percevoir ce qui doit être tant que l'on n'a pas, dans une certaine mesure, trouvé ce point d'équilibre entre le cœur et la tête, qui accepte fondamentalement tout ce qui est. Je le redis autrement, car c'est vraiment important, tant qu'il n'y a pas d'acceptation de tout ce qui est, la première partie de la compréhension aimante, il est impossible de percevoir ce qui doit être. Pourquoi cela? Car tant qu'on n'accepte pas vraiment tout ce qui est, notre personnalité, justement, notre personnalité et son intellect se révoltent, puisqu'on ne l'accepte pas. On critique, on condamne, on donne des bons conseils personnels, même avec de bonnes intentions, mais ça ne laisse aucune place à l'âme, à l'amour, pour qu'elle lui révèle autre chose, une nouvelle compréhension de ce qui doit être. Ce serait un peu comme une femme, en conscience lion inférieure, signe d'ailleurs qui précède la Vierge, tellement occupée par ses activités personnelles qu'elle ne trouverait pas le temps ni la place d'accueillir un enfant et de se laisser transformer par lui. L'intellect, c'est pareil. Tellement il est occupé à se révolter, à ne pas accepter ce qui est, et tellement il ne prend pas le temps et il ne trouve pas la place d'être enfanté par autre chose et une autre compréhension de ce qui doit être. Par contre, quand il y a une acceptation profonde de ce qui est, l'amour se dévoile d'autant plus et révèle à son tour un mental capable d'être sensible au plan global, au plan de toutes les âmes, au sein de l'œuvre commune en cours. Il n'y a plus toutes les interférences des réactions de l'intellect qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. Une nouvelle compréhension de ce qui doit être peut alors commencer à se révéler progressivement au sein d'un mental, cette fois calme et silencieux, saturé d'un amour compréhensif pour toutes les formes de vie. Voyons cela de plus près. Comme nous l'avons vu, avec la sympathie, la compassion et l'empathie, il y a un début de recherche d'unité, d'union avec l'autre, ainsi que de compréhension de l'autre. Cette union personnelle et formelle révèle une compréhension partielle de l'autre. Et cette compréhension partielle révèle à son tour forcément un amour tout aussi limité. Cet amour et cette compréhension partielle sont le fruit, c'est là qu'il faut bien le comprendre, d'une identification à la personnalité et de ses expériences dans le cas de l'empathie, et une identification aux réactions émotionnelles des autres dans le cas de la compassion. Par contre, donc c'est une identification aux formes, que ce soit à ses propres formes d'expérience ou aux formes des autres, des corps émotionnels, mentaux ou physiques. Par contre, en s'identifiant au monde de l'âme, et non pas à celui des expériences et des réactions émotionnelles, il va être de plus en plus possible de révéler ce qui doit être, c'est-à-dire ce qui cherche à advenir, à naître. En effet, comme nous l'avons vu avec les poissons d'ailleurs, qui sont le signe opposé et complémentaire de la Vierge, c'est en s'identifiant à l'être essentiel que l'on entre progressivement en syntonie avec la présence d'un plan global d'amour-unité qui est en cours partout sur la planète.
notion que l'on a approfondie d'ailleurs avec les 4 signes de la croix cardinale qui, je vous le rappelle, nous mettent spécifiquement en lien avec cette note du plan. La croix mutable à laquelle nous étions maintenant nous invitant à le mettre en œuvre au quotidien. Quoi qu'il en soit, en faisant preuve d'un véritable amour, c'est-à-dire en s'identifiant à l'âme de toute chose, que ce soit sa propre âme, celle d'un autre humain, d'une nation, d'un règne tout entier, qui sont d'ailleurs tout en interaction et en unité, se dévoile alors progressivement la note de l'âme, sa qualité essentielle, mais aussi son dessein en rapport avec celui de l'ensemble. C'est seulement là que peut se révéler la compréhension de ce qui doit être en tant qu'âme. C'est un peu comme une mère qui prendrait vraiment le temps d'écouter et de sentir au-delà de la présence physique, lorsqu'elle est enceinte, de son enfant. La présence de l'être qui est en train de s'incarner. Qui est-il? Quelle est sa qualité essentielle? Quel est le sens de son incarnation au sein de cette grande histoire planétaire en évolution? Mais sans chercher à produire de suite des réponses, qui sinon ne seraient que des projections, des désirs personnels mis en mots par son intellect. Non, c'est une écoute silencieuse, mais active, une écoute d'âme à âme, qui laisse le temps à ce qu'un vécu profond se dépose sur un mental attentif et concentré. Par l'identification à l'être essentiel, on comprend alors de l'intérieur son potentiel, ce qu'il doit apporter à l'ensemble. Et en même temps, on peut observer avec calme, compréhension et acceptation bienveillante combien ses choix, et donc les situations qui l'attirent, ses attitudes, sa manifestation extérieure, ne sont pas toujours en accord avec ce qu'il doit exprimer en tant qu'âme, avec ce qui doit être. De ce point d'équilibre entre l'amour et la compréhension, on peut voir et comprendre si ce sont les forces incontrôlées de la personnalité et des 3 corps, ou bien les énergies de l'âme qui le poussent à agir. Mais au lieu de le condamner, le juger ou le critiquer, c'est avec un cœur, avec ce cœur et cette tête pleine de compréhension aimante, que l'on va faire le choix de nourrir le prochain pas, appuyer le potentiel, tout en acceptant profondément là où il en est à l'instant T. Voir clairement les défauts, mais décider tout aussi clairement de nourrir le potentiel. Tel est le fruit de la compréhension aimante qui est capable de toujours accompagner le meilleur, ce qui doit être en tant qu'âme, tout en percevant ce qui n'a plus lieu d'être. Tout comme la femme, qui a été révélée par l'enfant en tant que mère, et qui exerce une activité vraiment intelligente en nourrissant l'enfant. La personnalité a une activité vraiment intelligente quand elle se met à nourrir les qualités de l'âme de toutes les formes de vie. Que ce soit en elle-même, chez les autres et dans l'humanité prise comme un tout. Pour terminer, prenons un exemple auquel nous sommes actuellement confrontés. Qu'est-ce que faire preuve de compréhension aimante envers ces extrémistes qui entravent la liberté d'expression? Vraie question. Après un premier temps d'acceptation de ce qui est, donc c'est-à-dire de la situation telle qu'elle est, qui nous permet de faire silence sur toutes nos revendications personnelles, nos critiques, notre révolte, nous pouvons percevoir que derrière ce fanatisme se trouve une qualité essentielle. Car, je le répète, toute forme de vie est enceinte d'une qualité essentielle. On pourrait dire que celle-là est celle de la dévotion absolue et inébranlable à la volonté de Dieu, du divin, mais déformée par une sensibilité immature et un mental beaucoup trop concret, voire inexistant. Elle se transforme en un idéal personnel et exclusif, teinté de sa propre interprétation du plan de Dieu, avec toutes les conséquences dramatiques qui en résultent. Tuer, violenter, contraindre, réprimer selon soi-disant la volonté de Dieu. La qualité à nourrir, par contre, est donc cette dévotion inébranlable à la volonté divine ou la volonté globale.
Mais c'est là un véritable travail ardu de cœur et de tête, d'amour et de compréhension, d'écoute sensible et mentale, pour pouvoir justement en vivre et en comprendre quelque chose d'un peu plus juste de cette qualité que ce qui s'exprime en ce moment dans une partie du monde. Nous ne pouvons contraindre d'ailleurs personne à le faire, mais nous avons le pouvoir et le devoir, comme celui du Khmer, de nourrir le plus consciemment possible ces qualités ou cette qualité. Et si nous nous initions à l'être essentiel des autres, si ce travail justement est fait en tant qu'âme, avec cette compréhension aimante, cette identification à l'être essentiel des autres, et non à leur forme, alors nous ne formons plus qu'un avec leur être. Et si nous nourrissons en nous cette qualité, si nous acceptons de la vivre et de la comprendre au plus haut en nous, nous la faisons forcément aussi naître en l'autre et en tous. Nourrir la qualité signifie nourrir en nous-mêmes, en l'autre, en nous tous, qui sont des réalités inséparables au niveau de l'âme. D'autant plus que dans le monde de l'âme, où rien n'est séparé, et où la différence des formes ne nous trompe plus, nous nous rendons compte que l'autre, tel qu'il est dans ses formes, n'est pas si éloigné de nous tous. Et nous avons tous en nous des élans de violence, d'intransigeance et de tout autre défaut, mais qui s'expriment sous d'autres formes. N'avons-nous jamais d'attitude nous-mêmes exclusive concernant nos idéaux ou nos principes? Ne cherchons-nous pas nous-mêmes à des fois, parfois les imposer aux autres? Non, pas par une force physique, mais par la force verbale ou par des émotions violentes qui peuvent briser et blesser tout autant. Les formes sont différentes, mais le fond est identique. Le fait de réaliser cela permet de nous sentir dans une histoire commune avec tous ceux qui semblent différents et très éloignés de nous en tant que personnalité, au niveau de leur expression extérieure. Mais si leur gestation semble différente, car moins avancée que la nôtre, pour reprendre le symbole, c'est fondamentalement le même enfant, les mêmes qualités essentielles que nous cherchons tous, sous différentes facettes, à nourrir et à faire naître plus ou moins consciemment. C'est comme si chacun est en gestation d'une partie d'un seul et même grand être commun. Derrière toutes les formes, derrière tous les êtres, derrière toutes les situations, nous pouvons percevoir par exemple les 7 qualités fondamentales de l'être, que l'on appelle parfois les 7 rayons, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, ou bien une des 12 qualités qui s'expriment à travers les signes du zodiaque et qui sont à l'œuvre en chacun d'entre nous et derrière tous les événements du temps. Mais pour faire plus simple, pour commencer, on peut commencer à percevoir les 3 qualités essentielles qui sont en gestation partout sur Terre. La qualité de volonté divine, la qualité d'amour divin, ou la qualité d'intelligence globale, qui sont les 3 qualités fondamentales de l'âme. Si le mot divin vous dérange, remplacez-le par global, par opposition à personnel. Volonté globale, amour global, intelligence globale, dont nous avons déjà beaucoup parlé dans les conférences précédentes. Voilà comment nous pouvons exercer et faire preuve de compréhension aimante au quotidien. Et particulièrement donc, dans ce mois vierge, où les énergies nous aident justement à le comprendre et à le vivre d'une manière renouvelée. Bien entendu, tout ce travail n'exclut aucunement de soutenir aussi extérieurement tout ce qui tend à l'émancipation de ces qualités de l'être dans le domaine de la société. D'autant que ce travail intérieur aiguisera notre discernement quant à ce qu'il est vraiment intelligent de soutenir. Et pour conclure, nous pouvons rappeler que dans sa version inférieure, quand l'enfant n'est qu'un embryon de quelques jours, que l'on pourrait représenter ainsi, on pourrait le représenter, donc toujours la mère, mais vraiment un embryon, du coup je fais le 4e jambage en pointillé. Eh bien, la Vierge,
a une tendance naturelle dans ce cas-là, quand l'enfant justement n'a peu de présence encore, la qualité de l'âme n'est pas encore bien présente, eh bien, a une tendance naturelle, non pas à nourrir l'enfant, l'âme, mais à nourrir les formes physiques, émotionnelles ou mentales, représentées par les 3 genres d'âge. Elle est alors, j'allais dire, maternante des formes. Elle s'occupe parfois même jusqu'à l'obsession de son bien-être physique, de son bien-être émotionnel, ou de ses connaissances, pour elle, parfois pour les autres. Mais c'est un amour des formes sans véritable compréhension, et non de la compréhension aimante qui s'exprime alors. D'autre part, elle a aussi ce côté, pour ceux qui ont un peu de connaissances par rapport à ça, mais ce côté minutieux, perfectionniste, à l'extrême, avec un intellect et un mental souvent très actifs, qui la pousse à séparer, et se séparer elle-même des autres, comme on l'a vu. Ce qui l'amène à faire preuve d'une compréhension non aimante, voire d'une incompréhension, et toujours pas de compréhension aimante. La Vierge inférieure oscille tout le temps entre ces 2 extrêmes. Quand je dis la Vierge, ce n'est pas seulement ceux qui ont des énergies vierges dans leur thème astral, mais tout autant que nous sommes, nous-mêmes, en tant qu'individus et en tant que société. Par contre, dans sa version supérieure, exprimée sublimement par la phrase clé que je répète, je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière, les 2 aspects de l'être, les paires d'opposés fondamentales de la vie, apprennent à s'unir et à se révéler. Nous comprenons alors que l'amour et la compréhension sont indispensables l'une à l'autre, tout comme l'âme et la forme le sont l'une pour l'autre. Elles se révèlent alors l'une à l'autre dans une danse harmonieuse qui trouve son expression la plus belle dans la véritable compréhension aimante et qui libérera tout son potentiel dans les poissons, son signe opposé et complémentaire, qui représente la libération, la naissance de l'enfant. On avait évoqué l'enfant Christ, c'est-à-dire la pleine expression de l'âme. Alors en attendant, nous pouvons participer nous-mêmes à cette danse en rejoignant intérieurement l'ensemble du groupe des chercheurs de vérité qui œuvrent consciemment à faire preuve de compréhension aimante dans un monde qui en a bien besoin. Eh bien, beau travail à nous tous, et n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, que la méditation qui va suivre est disponible sur le site psychosophie.net, rubrique conférences. À bientôt!